Aujourd'hui à Info 7, en ce 1er mars 2024, l'auteur Éliane Tremblay nous rend visite pour parler de ses 2 romans à son actif. Je discute du bilan du défi 28 jours sans alcool avec Jean-Marie Lapointe. Action chômage Côte-Nord parmi le cortège à Ottawa pour demander la réforme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. L'auteure escouminoise Éliane Tremblay nous a rendu visite cette semaine pour nous parler de ses 2 romans sortis dans les dernières années et nous confirme qu'il y aura une suite à son premier roman à la demande des lecteurs. Bonjour Éliane, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler de tes 2 romans que tu as écrits. Dont Mystère à Néapichko. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui, Néapichko. Mystère à Néapichko. C'est ça. C'est donc ton premier que tu as écrit, qui est sorti en 2022. Exactement. En 2022, j'ai sorti ce premier roman-là. Ça faisait longtemps que je travaillais dessus et tout ça. Puis j'ai fait des coupures parce qu'il est arrivé plein de trucs. Il y avait toujours plein de choses. Oui, puis à ce moment-là, je travaillais encore, j'étais encore sur le marché du travail. OK, donc l'histoire, ça fait longtemps qu'elle mijote, là. Oui, ça fait longtemps, celle-là, qu'elle mijote. OK. Et ton deuxième, donc, qui a sorti tout juste un an après, c'est quand même très rapide. Oui, parce que après le premier, là, j'avais plus de temps, puis je me suis mis au travail au complet, de façon plus ardue, plus complète, puis j'ai beaucoup de bonheur à écrire ces livres-là. Oui, hein? C'est un beau cadeau que je me fais. OK. Pour la retraite, là, oui, c'est ça. C'est suite à la retraite là, que tu t'es mis à l'écriture, dans le fond. Oui, en fait, c'est un projet de retraite. L'écriture est un projet de retraite que je travaille depuis longtemps. J'ai toujours écrit des petits trucs ici et là, des hommages, des chansons, J'ai toujours été attirée vers l'écriture. Puis ma mère était une écrivain sans s'en rendre compte, sans le savoir. Quand elle est décédée, on a trouvé plein de cahiers qu'elle avait écrit, plein de choses, des contes pour enfants, des contes de Noël. Puis j'ai égoïstement tout ramené ça chez moi. Ah oui. Mais pas que les autres n'étaient pas intéressés. Mais j'ai eu le loisir de pouvoir partir avec. Puis un prochain projet, peut-être, ce serait de faire un petit livre pour enfants avec ses contes à elle. C'est une très bonne idée. Oui. Bien, parle-nous un peu de l'histoire de ton premier. Donc, ça se passe à Escipit, inspiré d'Escipit. Inspiré des lieux d'Escipit, d'aucune personne, en fait, là, c'est vraiment l'imaginaire qui a... Il fallait que je me base sur des lieux physiques pour décrire. Oui, c'est ça. Premier roman, j'avais pas beaucoup de formation dans le domaine. J'avais pris un cours de rédaction, mais on s'entend qu'on est loin de la réalité d'écrire un roman. Ça m'a aidé, bien sûr, mais ce livre-là, ça a été une école, hein, en tout. J'ai appris énormément de choses. Ça a été mon école de l'écriture. Et puis, ça se passe effectivement... je me suis basée sur Escipit et puis sur la pointe de la croix parce que Néapichko, ça veut dire pointe rocheuse. Ce qu'on a à la pointe de la croix, c'est une pointe rocheuse. Alors, c'est un mot inou qui veut dire ça. Et puis, je ne pouvais pas appeler ça pointe de la croix. Je trouvais que ça faisait trop... Il fallait que ça reste fictif, un peu, là, quand même. Puis, comme je disais, mais pour les gens de la place, on reconnaît très bien l'endroit pareil. J'ai quelqu'un dans la famille qui ne vit plus ici maintenant, mais il dit partout où tu décrivais, je me retrouvais. Je voyais, je savais où tu étais quand tu écrivais. Je voyais tout ce que tu voyais. J'étais capable de tout remettre en place. C'est le plaisir que j'ai d'entendre des choses comme ça. Je me dis, bon, ben ma description est correcte, est bonne, parce que j'ai réussi à le faire voir de la manière qu'il est. Parce que voir et transmettre, c'est 2 choses différentes. Ça aussi, j'ai appris ça. Oui, exact. C'est vraiment une école, à tous les niveaux, au niveau de la correction, de la mise en page, les graphistes. C'est beaucoup de travail.
parce que c'est une auto-édition, c'est pas de l'édition avec un éditeur. Oui, c'est ça, avec Bouquin-Bec. Avec Bouquin-Bec, oui. Okay, Bouquin-Bec qui ont une équipe formidable avec qui je travaille. Pour les 2 volumes, c'est avec eux que j'ai travaillé. Éventuellement, probablement que ce sera encore ça. Donc, eux, dans le fond, ils vous assistent sur les étapes à franchir pour réaliser un livre? Comment ça fonctionne? Bien, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Si la personne a difficulté avec la structure, ils peuvent t'offrir de la formation, des choses comme ça. Moi, ce que je suis allée chercher avec eux, c'est une correctrice. Parce que même si on a des bons correcteurs, il reste que l'œil humain, la pensée, la pensée rationnelle de l'humain fait plus la part des choses qu'un correcteur. Et puis, ça prend une bonne graphiste pour aller te conseiller dans ta page couverture. Qui est très belle d'ailleurs. Oui, elle est vraiment belle. Je trouvais qu'elle reflétait vraiment l'histoire, l'origine de l'histoire. Oui, bien c'est ça. Puis ça parle de communauté autochtone. Est-ce que c'est important pour toi d'en parler? Bien, moi, je suis native de la Côte-Nord, du village voisin. Puis, on a toujours été entourés, on a toujours été tout comme ça. Avec les Autochtones, on a toujours été familiers. Puis, je trouve que faire voir la vie qu'ils ont vécue, ces pionniers-là, tu sais, on parle beaucoup des Français qui sont arrivés, puis on parle des choses tristes aussi qui sont arrivées, mais on parle pas de leur belle vie qu'ils ont vécue, du côté serein qu'il y avait, de la pensée sereine qu'il y avait, puis combien ils ont été mis de côté, je dirais. Oubliés un petit peu. Puis dans bien des cas, pas respectés. Puis moi, j'ai des amis, j'ai de la parenté qui sont inouïs. C'était tout naturel de le faire. Bien, j'aurais pu parler juste des Escominois, mais non, c'était tout le monde, en fait. Puis l'histoire, bien, c'est vraiment fictif. C'est pas l'histoire de personne que j'ai pris quelque part. Puis, ça a été quoi tes inspirations pour justement ton histoire? Je saurais pas le dire. Je saurais pas le dire. Puis quand j'écris, c'est comme ça. Hein? J'ai pas de structure. Oui, j'ai une forme de structure. Je structure mes personnages, je les décris, je me fais des petits cartons. J'ai une bonne structure. Mais l'histoire comme telle, surtout celle-là, c'était ma première. C'était mon premier. J'ai travaillé fort pour mettre ça hiérarchiquement en ordre. Mais j'avais pas de but précis. Je savais pas où j'allais. OK. Fait que c'est allé comme je le pensais au fur et à mesure. Puis, vous allez voir dans le prochain, parce qu'il y aura un tome 2. Oui, c'est ce qu'on a su tout à l'heure. Il y aura un tome 2 à la demande de beaucoup de personnes. Beaucoup m'ont dit on n'a pas eu assez, c'est pas assez long, comment ça? Puis, moi, j'ai dit attendez, on va penser. Est-ce que c'était prévu? Pas du tout. Pas du tout, parce que je suis pas une adepte des tomes 1, 2, 3 qui finissent plus, parce que quand tu en fais trop de tomes, on reste toujours dans la même histoire, puis ça finit par être redondant à un moment donné. Ben, je pense, en tout cas. Peut-être parce que j'ai passé d'expérience en écriture que je dis ça. Sinon, ceux qui le font, ils croient qu'il y a matière à, j'imagine. Mais c'est à la demande, dans le fond? Ben, c'est à la demande. Okay. Puis je dirais que je suis à la moitié à peu près là, du tome 2. OK, il est déjà commencé. Ah oui, c'est commencé, c'est déjà pensé. Lui, je l'ai réfléchi. Plus. Je suis pas allée à « on va aller là, on va aller là ». Là, je sais d'où je partais, puis là, je sais où je vais. D'accord. Ouais. Là, ton deuxième, dans le fond, il n'y a aucun lien avec le premier. C'est complètement une autre histoire, là. Le deuxième, l'héritage du sang. L'héritage du sang, oui, exactement. Je suis allée complètement ailleurs. T'es allée ailleurs. Vraiment ailleurs. Parce que c'était pas prévu au départ que je fasse un tome 2 du premier, de Mystère Aniapisco. Alors lui, ben, c'était toutes des histoires individuelles. Parce que faut dire que j'en ai encore 2 prêts à éditer. 3 même, excuse-moi. Fait que, wow, OK! bon, oui, je suis très prolifique. OK. Et puis, ben, à ma retraite, ben, j'ai le temps, là. C'est mon bonheur. J'adore. Puis, et puis, c'est ça. Dans celui-là, c'est comme
c'est tellement différent. C'est une jeune fille, c'est une jeune femme, en fait, de 25-26 ans, autour de ces eaux-là, qui est infirmière à Québec, puis qui découvre qu'elle est adoptée. Okay. Et là, sa vie bascule, mais royalement. Oui, c'est ça. Hein? Oui, j'en ai entendu parler un petit peu. Royalement, oui. C'est le cas de le dire. Mais il y a aussi le fait que dans tous les livres, les écritures que je fais, les livres que j'écris, je me fais un devoir de... Moi, j'aime tellement la Côte-Nord, j'aime tellement les Escoumins. C'est tellement un beau village. Il y a toujours quelque chose de beau à voir. Il y a toujours quelque chose de beau pour les yeux. Peu importe où tu regardes. La mer est basse, c'est quelque chose. La mer est haute, tu vis d'autres choses. C'est le printemps, c'est l'automne. Ça change tout le temps. C'est en perpétuel changement. Puis je me suis fait un devoir de faire que mes héros et héroïnes viennent toujours d'ici, Escoumins. OK, OK. Je me dis, si je réussis à amener quelqu'un à venir voir notre pays, notre beau pays, juste parce qu'il a lu ça, puis il se dit, je vais aller voir ça. Ça a donc l'air beau, cette place-là. Je suis très descriptive aussi dans les lieux, dans les odeurs, parce que si vous avez la chance d'aller marcher au printemps ou à l'été ou à l'automne, les odeurs, dépendamment de la saison, ça change. Hein? Alors, si vous allez marcher à Atacama ou ailleurs, il n'y a pas que là qu'on peut marcher, vous allez voir les odeurs, les feuillages, ça sent pas pareil, c'est tellement différent. Puis pour toutes ces bonnes raisons-là, moi, j'espère un jour que ne serait-ce qu'une personne se dise « On va aller voir Escoumins, les livres en parlent, ça a tellement l'air... » Oui, après avoir lu ton livre, on a envie d'aller aux Escoumins. Dis-moi, quelle partie du processus d'écriture qui a été plus difficile pour toi, s'il y en a eu une? Le processus d'écriture en tant que tel, quand tu sais, le livre, le premier, il a été long justement parce que je ne savais pas où j'allais. Ça prend une bonne structure. Oui. Il faut écrire tous les jours. Si j'ai un conseil à donner, là, parce que tout le monde peut écrire. Hein? Oui. Tout le monde peut écrire. Il faut écrire tous les jours, peu importe ce qu'on écrit, pour garder comment je dirais, l'intellect actif pour avoir les mots, être capable de se pratiquer pour décrire des lieux, une personne. C'est dans la description que ça peut être compliqué parfois. Là où des fois j'ai des embûches, où je cherche, c'est de rendre l'histoire intéressante dans le sens... faudrait bien qu'il arrive quelque chose. Une intrigue, là. Ouais. Faudrait bien qu'il arrive quelque chose, là. Ça peut pas être toujours du parlage, toujours de l'écriture. Il faut qu'il arrive quelque chose. Puis, mais ça vient. C'est pas... Moi, j'ai pas de... À un moment donné, je m'arrête une journée, puis je me dis, bon, je suis rendue où dans ça? Qu'est-ce que je ferais? Puis des fois, je les questionne, mes personnages. Je suis drôle de même, là. Mais tu ferais quoi, là, rendu là? Qu'est-ce que tu ferais, là? Non, tu te mets dans la peau de tes personnages. Oui, un peu, ça aide, tu sais. Puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, hein, parce que là, à un moment donné, il y en a un qui tombe quelque part, puis là, je me mets à rire, puis je ris, puis je le vois tomber, mais là, il faut que je le décrive. Puis il faut qu'il soit drôle, puis en même temps, il ne faut pas qu'il se blesse pour que ça reste drôle. Qu'il soit un peu insulté, que son amour-propre en mange un peu. Mais... c'est tout ça, en fait. C'est une synergie. Tu as fait le salon de la Côte-Nord. Oui. Comment que ça s'est passé? Salon du livre à Sept-Îles, ça a été mon premier salon, une belle découverte des gens. J'y retourne l'année prochaine, mon inscription est faite. Okay. Donc, une belle expérience. Ah oui, formidable, formidable. J'ai adoré ça. Puis tous ceux qui peuvent ou qui veulent, parce qu'on a une belle plateforme, les Nord-Côtiers, quand on écrit, ils gardent un kiosque exprès pour les romanciers ou les écrivains de la Côte-Nord. On est vraiment, on est bien situés, on est bien entourés, les gens là-bas sont formidables aussi. Moi, j'ai aimé mon expérience, là. J'ai vraiment aimé ça. Une belle expérience. À refaire, absolument. À refaire. Puis c'est aussi au niveau du réseautage. Tu connais des gens qui font comme toi, qui ont les mêmes difficultés, on peut échanger, on apprend, on prend des adresses. Oui. Tu sais, c'est tellement le fun, là. Au niveau de l'apprentissage aussi, c'est autant... Je pense que c'est autant formateur
qu'une formation assis dans le bureau, là. OK. On apprend autant de choses de cette manière-là. Vous pouvez vous procurer les romans d'Éliane sur Amazon, dans les pharmacies Brunet, des Escoumins et Sacré-Cœur, à la boutique C'est plus que des bulles sur son site Internet et vous pouvez également la contacter en privé pour lui demander personnellement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir. Puis, prochain rendez-vous, Niepisco. On reste à l'affût. Exactement. Merci encore. Merci, ça me fait plaisir. La 11e édition du défi 28 jours sans alcool vient de se terminer et cette année, plus de 7260 participants aux quatre coins du Québec ont relevé le défi de ne pas boire d'alcool pendant 29 jours. Cette expérience permet entre autres de prendre conscience de la place que l'alcool a dans nos vies et de réaliser les bénéfices d'une pause de plusieurs semaines sur la santé physique et mentale. J'ai eu la chance de discuter du bilan et de la mission du défi avec nul autre que Jean-Marie Lapointe. Alors, en date du moment où on se parle, on est à 721 087 d'avancée, de récolter sur un objectif d'1 million. Et on a 438 équipes qui se sont formées pour 7 253 participants. Donc, oui, on est loin de notre objectif du 1 million. On est très, très, très ambitieux. Est-ce qu'il reste encore du temps? Pas beaucoup, mais il en reste pour accumuler ça parce que ça, en plus, cette année, on a 29 jours. Le défi 28 jours, habituellement, c'est 28, mais là, on a un 29e jour en février cette année, exceptionnellement. Alors, on se dit, faut se serrer les coudes, puis il est minuit moins une pour atteindre notre objectif. Mais je sais pas. En fait, ce que j'essaie de me dire, les gens donnent ce qu'ils peuvent donner, puis tu sais, on est vraiment sollicité, puis on le dit tout le temps, tout coûte plus cher. Tu sais, va faire le plein, c'est plus cher. Va attendre l'épicerie, c'est plus cher. Puis les salaires vont pas nécessairement en augmentant au prorata là, du coût de la vie. C'est sûr que la grande majorité des gens qui font le défi de ne pas boire pendant le mois, c'est pas des gens qu'on pourrait appeler des alcooliques finis, là. C'est pas nécessairement ça. Mais c'est des gens qui ont peut-être le souci d'avoir une meilleure santé ou se questionnent sur leur dépendance ou non à l'alcool. Puis il n'y a rien de mieux que de te donner un test, de passer un examen pour vérifier si tu es capable de te passer de l'alcool. Puis probablement qu'il y a bien des gens qui disent « Ouais, hein, c'est plus tard que je pensais, surtout les premiers jours. » Surtout si tu commences à lever le défi le jeudi ou le vendredi soir, puis habituellement, c'est des soirées assez occupées avec l'alcool. Probablement que tu vas trouver ça tough, mais pratiquement toutes les personnes à qui j'ai parlé, avec qui j'ai fait des entrevues depuis le dernier mois, beaucoup de gens m'ont dit, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que je fais le défi. C'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois. Donc, il y a eu énormément de gains pour beaucoup de gens. Dis-moi comment aborder justement avec les gens autour de nous d'avoir des bonnes habitudes de consommation avec l'alcool. Peut-être que la personne est capable de se gérer comme il faut, tu sais, puis elle trouve qu'un verre par jour, c'est pas la fin du monde. Mais s'il y en a qui me disent, moi, je bois pas la semaine, mais juste la fin de semaine. Donc, tes 7-8 verres, t'es concentres en 2 jours, c'est quand même pas mal, là. Tu sais, c'est 3-4 verres le vendredi, 3-4 verres le samedi, c'est pas mal aussi. Et le défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe, c'est pour ça aussi. C'est pour que les gens qui font le défi se questionnent par rapport à leur relation avec l'alcool. Parce que moi, j'en ai connu des personnes qu'on pourrait dire alcooliques qui buvaient juste la fin de semaine. Tu te dis, tabarouette, c'est pas si pire, 4-5 jours, tu bois pas. Ben ouais, mais si tu y penses 40 000 fois par jour à l'alcool, du lundi au vendredi, tu te lèves le lundi matin puis tu as juste hâte de te péter la face vendredi soir, pose-toi la question, pourquoi tu accordes autant d'énergie puis de pensée à la substance? Donc, je pense que c'est une belle occasion d'avoir une conversation, un beau discours ouvert, non jugeant, en disant, hey, on va parler de consommation d'alcool ici, tu sais, puis aussi, pousse la conversation un peu plus loin. C'est quoi les gains? Quels sont les gains dans ta vie de prendre un verre? Et les gens ils vont dire, ça m'aide à relaxer. J'ai l'impression que je suis un petit peu moins pogné. Ça me permet de couper entre la fin de ma journée de job puis de mon arrivée à la maison. Ça me donne un petit feeling d'engourdissement que je déteste pas. Bon, il y a des gains, c'est correct. Tu les as identifiés.
Est-ce que c'est la seule façon d'avoir ces gains-là? Parce que moi, quand je médite, ça me permet de relaxer aussi, ça me permet de faire un arrêt d'agir, ça me permet de ralentir ce qui se passe dans ma tête. Donc, il y a des gains, puis il n'y a pas d'effet secondaire négatif dans la méditation par rapport à l'alcool. Donc, et après ça, tu te dis, mais ça serait quoi que tu pourrais faire pour remplacer la quantité d'alcool que tu bois? Donc, je pense que c'est important d'avoir une discussion puis d'échanger avec les gens. Surtout pas de démoniser puis de punir les gens avec l'alcool, comme si l'alcool est mauvais, puis le fait de pas boire, t'es un héros. Non, faut pas aller là. Par contre, avec l'argent qu'on amasse, avec le défi 28 jours, ben on va faire de la recherche avec ça. On va faire de la sensibilisation, de la prévention partout au Québec, dans les écoles secondaires, pas juste dans les grandes villes. On se promène. Puis avec ça aussi, ben ça nous permet d'aider ceux qui ont des problèmes de dépendance à aller en thérapie. Puis aussi d'accompagner la famille. L'alcoolisme fait du tort. Donc, nous, on va accompagner les membres de cette personne-là, les membres de son entourage, les membres de sa famille. Donc, c'est à ça que sert l'argent. C'est pour ça qu'on a des objectifs de lever 1 million, parce qu'on se dit, hey, avec 1 million, on en fait de l'aide, là. Qu'est-ce qu'on ressent là, à la fin du mois? Il y a énormément de gains à ne pas boire, tu sais. Alors, une fois que la personne l'a fait pendant 1 mois, puis elle regarde les pour et les contre, je pense qu'elle est outillée pour prendre une décision à l'avenir, à savoir, ben, ça se peut que le défi 28 jours, je ne le fasse pas à temps plein pour le restant de mes jours, mais je vais m'octroyer des périodes d'abstinence d'alcool parce qu'il y a des gains. Mais en même temps, je le sais que dans le cadre de mon travail, j'ai des 5 à 7, j'ai des activités. Mettons, je parle pour une personne qui est, je sais pas moi, courtier immobilière, ben la personne va faire énormément de visites, il va avoir des 5 à 7 dans le milieu d'affaires. Peut-être qu'elle va se permettre de prendre un verre de temps en temps. Puis en même temps, je trouve qu'en 2024, on passe plus pour des martiens quand on boit pas. C'est sûr qu'il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans, quand tu rentrais dans un party puis tu disais que tu buvais pas, fallait que tu aies une maudite bonne excuse pour pas te faire lancer des tomates, tu sais, parce que là, tu étais le plat de la gang. Mais si tu leur disais, non, je suis conducteur désigné, je suis là pour ramener ma gang de brebis, là, ils sont là, ils ont du fun, ils se pètent la face. C'est à mon tour d'être responsable d'eux autres. Là, tu te faisais applaudir. Mais encore là, il y en a sûrement qui te disent, ben là, tu t'en vas à minuit et demi, tu as le droit de prendre un petit verre, tu vas avoir le temps de dégriser. Tu sais que ça dérange, là. Mais aujourd'hui, 11 ans plus tard, ça dérange beaucoup moins. Au contraire, ça suscite l'admiration. Les gens vont nous applaudir parce qu'on le fait, tu sais. Donc, on voit qu'il y a eu des changements de perception. Il y a une avancée qui a été faite. Ouais. Donc, oui, il y a des avantages à ne pas consommer. Puis, c'est important que les gens le découvrent par eux-mêmes. Faut pas que ça soit enfoncé dans la gorge de force. Faut vraiment que les gens le découvrent. Ouais, il y a vraiment des beaux gains à pas consommer. Donc, tu sens que plus les années avancent et plus il y a une belle participation du défi. Oui, puis il y a des gens qui le refont aussi. Il y a des gens qui l'ont fait 1, 2 fois sans nécessairement le refaire. Ils font des dons parce qu'ils voient que ça a eu un impact dans leur vie ou dans la vie des autres, tu sais. Puis je pense qu'on n'a pas besoin de se rendre en thérapie puis d'avoir tout scrappé dans notre vie pour faire un arrêt d'agir. On n'est pas obligé de se rendre là. Puis la preuve, ben, on en a 2 devant nous, là. Je veux dire, toi et moi, on est des exemples qu'on a pris la décision d'arrêter. Puis c'est pas un juge qui me l'a ordonné. C'est peut-être mon juge intérieur qui a dit, hey, le grand, il n'y a plus beaucoup de gains. En plus, avec tes 2 parents alcooliques, toxicomanes, dépendants, ça se peut-tu que tu as ça dans les gènes, tu sais? Puis ça se peut-tu que tu y as goûté puis tu as eu du fun? Ouais. Ben, c'est ce que mon père disait, tu sais. Il y a eu tellement de fun à boire par faire le party qu'il peut pas dire que l'alcool, c'est mauvais. Par contre, quand tu es en train de perdre le contrôle de ta vie, puis tu es en train de tout perdre autour de toi, ben, faut que tu te rendes compte qu'il n'y a pas juste des gains, là. Pourrais-tu nous donner un petit truc, là, peut-être l'après 28 jours, là, pour garder justement là, ces bonnes habitudes là, par la suite? Tu vois, demain, jeudi, on va être le 29. Ça veut dire que le 1er mars, qui est un vendredi, c'est le début du week-end. Le timing fait qu'il y a peut-être des gens qui attendent ce 1er mars depuis très, 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 très longtemps. Puis c'est le principe de l'élastique, hein. Tu sais, quand tu l'étires, puis là, c'est le temps de le lâcher, là. Ça se peut que ça pète dans tous les sens. Ben, moi, j'inviterais les gens s'il y en a qui veulent reprendre la consommation d'alcool en fin de semaine, d'y aller mollo, puis de garder en tête que
c'est pas parce que tu as le droit de boire que tu veux nécessairement te péter la face. Donc, d'y aller modérément, d'y aller mollo. Mais tu sais, je le dis, puis en même temps, moi, si tu m'avais dit après une période d'abstinence de X nombre de mois de dessert, parce que moi, j'aimais ça du dessert, puis il fallait que je perde du poids pour un rôle, je peux te dire que j'avais déjà pris 10 livres en 2 jours, là. Je suis pas sûr que j'avais écouté les conseils, tu sais. Donc, moi, je pense que j'ai envie de dire aux gens, ben, premièrement, la plus belle réponse que j'ai envie de te dire, c'est de dire un gros merci. Merci aux gens qui ont participé. Merci aux gens qui n'ont pas consommé pendant le mois, qui en ont fait une levée de fonds, qui ont sensibilisé leur entourage. Grâce à ces gens-là, si je m'adresse à ta gang de la Haute-Côte-Nord, ben j'ai envie de dire un immense merci et que quelque part, il y a une partie de cet argent-là qui va vous revenir de par l'intervention qu'on va faire dans les écoles, dans votre entourage et aussi dans l'aide de services, parce que la Maison Jean-Lapointe est située à Montréal, bien sûr, mais on fait beaucoup de services thérapeutiques en Zoom à distance. Donc, s'il y a des gens qui semblent avoir un problème puis qui savent pas par quel bout, ben ils peuvent nous appeler puis on peut faire une belle thérapie en Zoom. On peut aider les membres de la famille. Donc, à toutes les personnes qui ont fait le défi, ben merci parce que c'est grâce à cet argent-là qu'on a récolté qu'on peut offrir des services. Puis, ne serait-ce que si le défi, c'était votre première fois que vous faisiez le défi, puis ça vous a permis de faire une petite prise de conscience sur votre rapport à l'alcool, sur votre consommation et celle de vos proches, ben tant mieux, mission accomplie, puis on se dit à l'année prochaine. Effectivement. Bon, mais sur ces bons mots, Jean-Marie, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Ça me fait plaisir, Myriam. Puis, comme on dit dans les ressources anonymes, bon 24 heures à la fois. Finalement, la campagne a amassé pour sa collecte de fonds 745 000 $ en date du 1er mars 2024. Ici, sur la Côte-Nord, nous étions tout près de notre objectif de 5 000 avec 4 909 $ d'amassés pour la Fondation Jean-Lapointe. Des membres d'Action Chômage Côte-Nord étaient à Ottawa pour demander la réforme de l'assurance-emploi. À la veille du dépôt du budget fédéral, c'est le message que sont venus porter aujourd'hui près de 200 militantes et militants de plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick au bureau du ministre de l'Emploi, Randy Boissonneau, à Gatineau, et plusieurs Nord-Côtiers faisaient partie du cortège. Le gouvernement Trudeau doit cesser de se traîner les pieds dans ce dossier et montrer qu'il soutient véritablement les travailleuses et les travailleurs, lance David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN, syndicat organisateur. Ce dernier précise que les partis politiques qui affirment se placer derrière les Canadiennes et Canadiens qui travaillent devraient le démontrer concrètement en déposant ou en appuyant une réforme qui leur soit enfin favorable, ce qui n'a pas eu lieu depuis 1971. Plusieurs membres d'Action Chômage Côte-Nord ont fait spécialement le déplacement à Ottawa pour défendre les travailleurs nord-côtiers. L'industrie saisonnière de la Côte-Nord a besoin de ces travailleurs qualifiés si on veut garder nos travailleurs en région et si on veut garder l'industrie saisonnière qui fournit du poisson, des fruits de mer, du bois et une attractivité touristique à toute la province. Alors, il faut soutenir les travailleurs pendant la saison morte avec une assurance-emploi adaptée, explique Lynne Sirois, directrice d'Action Chômage Côte-Nord. Au Centre des arts de Bécomo cette semaine sera présenté jeudi le 7 mars à 20h Mathieu Pepper et son premier one-man show en attendant la fête au village. Dans ce premier spectacle solo, Mathieu Pepper se livre sur ses travers, ses embûches et ses réflexions. Il laisse entrer les gens dans son intimité pour s'y installer confortablement et rire un bon coup. Auteur aguerri, il nous amène là où réflexion et introspection croisent l'hilarité. Ce dimanche, c'est un gros bingo avec 4 000 $ en prix. Les carnets sont au coût de 16 $ et 3 $ pour la bonanza. On souhaite bonne chance à tous les joueurs et joueuses. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.